464 détenus sont bénéficiaires de la décision présidentielle accordée par le président Patrice Talon. Il s'agit d'une mesure prise en faveur de deux catégories de prisonniers condamnés par les juridictions de la République du Bénin. Le premier décret concerne 27 individus condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour des infractions liées aux événements politiques de 2019 et 2021. Le second décret, quant à lui, accorde la grâce à 437 prisonniers condamnés pour divers délits criminels ou correctionnels. Les citoyens de la ville de Cotonou trouvent la démarche du chef de l'État salutaire. Je vais d'abord remercier le chef de l'État. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas encore ça. Puisque dans les 400 et quelques prisonniers qu'on a donné la grâce, il n'y a que 27 prisonniers détenus politiques. Ce n'est pas suffisant. Donc les prisonniers politiques, c'est ceux-là qui méritent en majorité la grâce. Pour le moment, cette grâce, remercions d'abord le chef de l'État. Merci pour l'avoir fait. Les autres qui croupissent encore en prison sur le poids de la politique, il en fait quoi? Il a déjà fini, le chef de l'État, si j'espère. Il a déjà fini. Ce n'est plus des concurrents pour lui, pour demain. Et au lendemain de la célébration, la fête de l'indépendance, 1er août, le 2 août, le président Talon a pris 2 décrets présidentiels pour gracier 464 détenus et prisonniers, et dont 27 prisonniers politiques, plus précisément des partis les démocrates. Bon, c'est un acte salutaire de la part du président Talon. Ceux qui ont volé et commettent des forfaits, on les a accordé la grâce. Mais chez moi, on allait accorder la grâce aux détenus politiques au grand complet. Surtout le professeur Aïbor et Mme Madougou qui est en prison aujourd'hui. Puisque quand je parle du professeur Aïbor, les étudiants l'attendent pour avoir une connaissance de lui. Il y a plus de 3 ans qu'il est en prison. Donc ce dernier mérite sincèrement la grâce. Les détenus qui ont été libérés la première marche, c'est les détenus de 2021. C'est ceux qui ont simplement crié 5 ans, c'est 5 ans. Et il y a beaucoup de mes frères étudiants dans ce lot-là. La logique de la décrispation sociopolitique nationale. Et donc, on peut se réjouir pour ces personnes libérées. Et ils vont retrouver leurs familles, ils vont reprendre les activités, surtout les étudiants. Ils vont reprendre, et élèves, ils vont reprendre le chemin de l'école et des amphis. Pour la paix dans mon pays et une cohésion nationale, je demande au chef de l'État qui peut mieux faire. Mais quand quelqu'un fait quelque chose et vous ne lui dites pas merci, on ne l'encourage pas. Je l'encourage, mais je dis il peut mieux faire. Les Béninois n'aspirent qu'à la paix. Mais moi j'ai vu que ça a un peu tardé. Parce que quand vous regardez, vous observez la demande du Parti Les Démocrates, c'était, je crois, je ne sais pas si c'est en octobre, novembre 2023. Donc si on avait libéré ces élèves et étudiants là, ils auraient au moins bénéficié d'une année scolaire. Mais je ne sais pas pourquoi ça a tardé. Et c'est au niveau de la justice, ça a un peu traîné. Mais c'est déjà un pas vers le dégel. Et aujourd'hui, on a accordé la grâce à des gens qu'on ne connaît même pas, qui ont commis des forfaits, des désordres dans la société, et on les a arrêtés. Donc, sincèrement, je vais demander à son Excellence du retour de ses vacances, si possible, de prendre un arrêté encore pour donner la grâce aux autres aussi, pour qu'ils soient libres. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de renouveau politique et social. Le geste du président Patrice Talon pourrait être perçu comme un signe de réconciliation et de réforme au sein du système judiciaire. La signature de ce protocole d'entente de ce jour
formalise donc la collaboration institutionnelle entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Sénat. Conformément aux dispositions réglementaires portant création, organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, il est organisé au terme d'un mandat de 5 ans l'élection des membres constituant l'Assemblée consulaire. La réforme intervenue sous l'égide du gouvernement en 2019 a fait apparaître dans le processus de renouvellement des membres élus de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin un acteur stratégique de l'organisation et de la supervision des élections au Bénin, en l'occurrence la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je voudrais remercier donc le président de la Sénat et toute son équipe pour la bonne disposition à accompagner la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dans ce processus qui verra à terme une nouvelle assemblée consulaire pour les 5 années à venir, soit la mandature 2025-2030. Ce processus concourant de la vie de l'institution consulaire sera pour le bureau consulaire actuel et pour moi personnellement un enjeu pour la sauvegarde des acquis de la réforme intervenue en 2019 et ayant consacré la Chambre de commerce et d'industrie comme le centre des services des opérations économiques. Je voudrais, par cette occasion, commencer par remercier la Chambre de commerce et de l'industrie de Bénin qui, une fois encore, fait confiance à la Sénat pour l'aider à organiser les élections consulaires. La première confiance placée à la Sénat fait 5 ans. Et certainement, cela s'est bien passé. C'est pour cette raison qu'ils sont revenus à nouveau pour la même activité. Je voudrais profiter pour dire que vous avez raison de faire confiance à la Sénat. Il y a environ 3 mois que nous avons, avec la HAC, pris part au même processus. Et cela s'est passé très bien à la satisfaction de tout le monde. Il y a environ 8 mois, nous avons eu à faire la même activité avec la Chambre des métiers du Bénin et cela s'est très bien passé. C'est tout pour rassurer que la Sénat a maintenant l'expertise. La Sénat a la disposition pour accompagner des exercices du genre. Je voudrais pour terminer vous féliciter du choix que vous avez fait, qui est un choix moderne, qui est un choix en avance de faire des élections de façon électronique. La Sénat a l'ambition d'y arriver, mais le fait que vous avez osé faire le premier pas dans ce sens est une ouverture pour nous et nous permet d'améliorer aussi nos pratiques et peut-être de réduire les coûts. Beaucoup de pays dans le monde ont déjà pris cette voie d'organiser les élections de façon électronique. Et nous pensons nous en inspirer pour que chaque fois notre pays soit à la pointe dans ce domaine et dans tous les autres domaines. Le problème que nous avons en Afrique, c'est le manque de lien entre les États et les peuples. Il y a un manque de lien entre les États et les peuples parce qu'on ne peut pas faire un développement sans au préalable donner le social, donner de l'humanité, donner de la dignité au peuple. Un développement ne se fait pas sans garantir le social, l'humanité, de la dignité du peuple. Ça ne peut pas se faire dans la durée. Et ce qui se passe au Nigeria actuellement, je crois que c'est une leçon pour les États de prendre la mesure du possible, de revoir, de faire des réunions spécifiquement pour prendre de bonnes décisions, pour toucher le social des populations. Pour toucher le social des populations, pour que la dignité des peuples et des populations soit respectée. Sinon, il peut y avoir de contagion dans nos pays. Parce qu'aujourd'hui, la révolution du réveil des consciences des peuples est là. On ne peut pas refuser à ne pas regarder ça. Sinon, tôt ou tard, ça peut venir vers nous, ce que nous ne souhaitons pas.
Et ce que nous souhaitons aussi, c'est qu'il faut éviter une contagion de revendications qui détruit le pays, qui tue les vies humaines, qui détruit les grandes infrastructures réalisées à coups de milliards. Ça ne nous arrange pas, nous évitons ça. Et nous demandons au chef de l'État spécifiquement chez nous au Bénin ici, vraiment il aime trop le Bénin, mais d'aimer trop le Bénin et les Béninois surtout dans le social, dans l'humanitaire et de faire l'effort. Ce n'est pas facile de la gestion du pouvoir de l'État, de faire l'effort de ne pas violer la dignité des populations béninoises et du peuple béninois. Il ne sortira que grandi s'il peut le faire, pas plaidoyer. Nous demandons ça vraiment, le social là. Il n'a qu'à augmenter son amour pour le social des Béninois. Son amour pour le social des Béninois, selon moi, est un peu passable. Ce n'est pas encore fort. Parti talon, c'est du plaidoyer. Nous demandons vraiment, il n'a qu'à voir le social, comme l'avaient demandé déjà les catholiques, de revoir les impôts sur les produits d'importation alimentaire. Par rapport au coup d'État militaire en Afrique, je crois que c'est une leçon. Moi, je ne comprends pas les humains que nous sommes. Nous oublions que nous sommes créés par la poussière. Et c'est dangereux, malgré les églises que nous fréquentons, malgré les mosquées que nous fréquentons. Vous voyez, il y a coup d'État pourquoi? Il y a coup d'État parce que les civils en cravate ont échoué. Purement simplement, ils ont échoué. Les civils intellectuels en cravate, en veste ont échoué. Et c'est pourquoi les militaires sont là. Sinon, ce n'est pas souhaitable. La place des militaires, ce n'est pas dans le fauteuil présidentiel. La place des militaires, c'est dans les casernes. Si aujourd'hui les militaires sortent des casernes pour faire des coups d'État, pour gérer le pays, c'est parce que les civils intellectuellement, politiquement ont échoué. Et ça doit être une leçon pour ceux qui sont encore chefs d'État en cravate, en veste, de changer leur comportement dans les décisions politiques du développement de nos pays. Sinon, on ne souhaite pas, ça peut les arriver aussi. L'Europe et les États-Unis, je crois qu'ils doivent repenser à leur coopération politique avec les pays africains, surtout francophones. Ça ne peut plus continuer comme avant. Non, 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 ça là c'est terminé. C'est terminé. L'Europe, désormais, les pays africains iront vers les intérêts de partenariat et de coopération. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire semblant de coopérer, à faire semblant d'être des partenaires, alors que le peuple ne gagne rien, alors que le pays ne gagne rien, alors que le peuple ne gagne rien, et c'est seulement le président qui s'enrichit. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ce qui a amené les coups d'État que nous ne souhaitons pas. Mais il faut repenser à la coopération. Un nouveau système électoral en perspective en Somalie. Le gouvernement somalien a approuvé jeudi un projet de loi instaurant le suffrage universel direct pour les élections à l'échelle nationale. Une révolution pour ce pays d'Afrique de l'Est abonné au suffrage indirect depuis 55 ans. En Somalie, en effet, les législateurs votent pour le président alors que les chefs de clan et les anciens élisent les législateurs au sein du gouvernement fédéral et des États régionaux. En 2020, le pays devait expérimenter la formule « un homme, une voix », mais il a rétropédalé face aux contraintes logistiques et sécuritaires. Le projet de loi sur le vote direct doit encore être adopté par le Parlement. Le suffrage universel direct est l'une des promesses du président Hassan Sheikh Mohamoud, élu par les députés pour un mandat de 5 ans, en mai 2022. Des affrontements ont éclaté à Nairobi entre manifestants et policiers ce jeudi. Ces violences ont éclaté alors que le nouveau cabinet gouvernemental prêtait serment. La police a instauré des barrages routiers dans la ville et a lancé des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Ces derniers continuent d'appeler à la démission du président William Ruto, bien qu'il ait ajouté des membres de l'opposition dans son nouveau gouvernement. Je proteste pour les personnes que nous avons perdues pendant la marche, qui demandaient des comptes au gouvernement. Je proteste pour les personnes qui ont raté tant d'opportunités à cause de systèmes défaillants. Je proteste. Les séries de manifestations ont commencé le 18 juin dernier à l'annonce d'un projet de loi financier controversé qui prévoyait une augmentation des impôts. Après des semaines de violence, le président a renvoyé le projet de loi au Parlement, mais les appels à sa démission persistent. Les manifestants dénoncent une mauvaise gouvernance et une corruption généralisée.
Au Zimbabwe, l'augmentation de l'activité des animaux sauvages à proximité des populations fait craindre des attaques. Dans certaines régions du pays, les enfants, qui parcourent de longues distances pour se rendre à l'école et en revenir, sont souvent les premiers à être menacés. Les autorités et les parents espèrent qu'une initiative visant à leur apprendre à identifier les dangers pourrait atténuer le risque. C'est ce que la société privée Save Valley Conservancy et les agences des parcs du pays ont mis en place, un programme sur la manière de reconnaître les signes de danger et de coexister avec les animaux sauvages. Aller à l'école est toujours une expérience effrayante parce que nous traversons des forêts et que nous voyons parfois des empreintes d'animaux. Nous avons appris des stratégies pour coexister avec les animaux sauvages, ce qu'il faut faire si l'on rencontre un animal, lire la direction du vent, utiliser le sable et bien d'autres choses. Nous avons toujours peur et nous ne nous sentons pas en sécurité quand nous allons à l'école. Les vastes étendues de la Save Valley Conservancy, qui constituent un havre pour la faune et la flore du Zimbabwe, abritent des troupeaux d'animaux sauvages dont des girafes ou encore des éléphants. Ces grands animaux sont en conflit avec l'homme. Dans une communauté, la personne la plus touchée est l'enfant. C'est l'enfant qui va à l'école, c'est lui qui s'occupe de l'animal et qui va chercher de l'eau ou encore du bois. Donc tous les enfants sont en fait les personnes qui sont touchées. C'est pourquoi nous ciblons les écoles. Enfin, ce programme en particulier cible les écoles pour qu'elles sachent comment les animaux se comportent. Les autorités scolaires sont souvent obligées de retarder le début des cours et de les terminer plus tôt pour permettre aux enfants concernés de se déplacer pendant la journée lorsque les animaux sauvages ne sont pas susceptibles de rôder autour des communautés. L'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, est décédé jeudi à Paris à l'âge de 77 ans. Le Camerounais a passé 30 ans de sa vie au service du football continental, dont il avait fini par être une figure emblématique. Le natif de Garoua, ancien footballeur, est l'homme qui a dirigé la CAF entre 1988 et 2017, où il avait perdu des élections face au Malgache Ahmad Ahmad. Issa Hayatou aura fortement contribué à la transformation significative du football africain, avec à la clé une reconnaissance mondiale. Il a été à la base de l'expansion de la Coupe d'Afrique des Nations, l'inclusion d'un plus grand nombre d'équipes africaines à la Coupe du monde de la FIFA et le renforcement des infrastructures du football à travers le continent. Au Vatican, le pape François a renouvelé son appel à la paix au Moyen-Orient lors de son audience générale hebdomadaire, appelant toutes les parties impliquées à ne pas élargir le conflit et à cesser immédiatement le feu sur tous les fronts. Il a également prié pour l'Ukraine, le Myanmar et le Soudan, demandant qu'ils trouvent bientôt la paix tant désirée. Je continue à suivre avec une grande préoccupation la situation au Moyen-Orient. Je réitère mon appel à toutes les parties impliquées à ne pas élargir le conflit et à cesser immédiatement le feu sur tous les fronts, en commençant par Gaza, où la situation humanitaire est extrêmement grave et insoutenable. Je prie pour que la recherche sincère de la paix stoppe les querelles, que l'amour l'emporte sur la haine et que la vengeance soit désarmée par le pardon. L'audience a été interrompue par 2 militantes de la cause animale. Les activistes ont lancé des slogans et brandi des pancartes pour interpeller le pape François sur la question de la corrida. Après cette brève interruption, l'audience a repris et le pape n'a pas commenté l'incident. Il a donné sa bénédiction et a salué un groupe de Mexicains avant de partir. Suite aux scènes de violence survenues lors des émeutes anti-immigrés, des milliers de personnes se sont rassemblées au Royaume-Uni pour dire non au racisme et à l'islamophobie. Alors que la police s'était préparée à de nouvelles violences, des manifestations pacifiques contre le racisme ont eu lieu dans plusieurs villes britanniques. Les manifestants se sont rassemblés devant des agences et des cabinets d'avocats spécialisés dans l'immigration qui avaient été répertoriés par des groupes internet comme des cibles potentielles de l'extrême droite. Par crainte de nouvelles violences, le gouvernement a déployé 6 000 policiers spécialisés contre les débordements.
Des extrémistes de droite s'étaient opposés aux forces de l'ordre, alimentés par des fausses informations sur l'agression au couteau qui a tué 3 jeunes filles. Sur les réseaux sociaux, le suspect avait été présenté comme demandeur d'asile et musulman. Ces faits ont depuis été démentis par les autorités. Brouille diplomatique entre Israël et la Norvège. Le ministre israélien a annoncé la révocation du statut diplomatique de 8 fonctionnaires norvégiens auprès de l'autorité palestinienne. En cause, la reconnaissance de l'État de Palestine par la Norvège le 28 mai dernier, mais aussi sa participation à une action en justice contre les dirigeants israéliens devant la Cour internationale de justice. Israël a également mentionné des déclarations de hauts fonctionnaires norvégiens contre Israël. En réponse, la Norvège a qualifié la mesure d'acte extrême et a déclaré qu'elle aurait des conséquences sur ses relations avec Israël. Les tensions diplomatiques entre Israël et les pays soutenant la cause palestinienne continuent de s'intensifier. En mai dernier, Israël avait ordonné au consulat d'Espagne à Jérusalem de cesser d'offrir des services consulaires aux Palestiniens à partir du 1er juin. Une mesure punitive faisant suite à l'annonce par Madrid d'une reconnaissance à venir de l'État de Palestine. Dans le nord de la Californie, les sapeurs-pompiers luttent contre le Park Fire. Ce gigantesque incendie qui fait rage depuis plusieurs semaines près de la ville de Chico dans la vallée du Sacramento. Après un temps d'accalmie, lundi, le brasier est reparti de plus belle. Il s'agit du 4e incendie le plus important de l'histoire du Golden State, qui a déjà ravagé au moins 1676 km². Il n'est pour l'instant contenu qu'à peine 34% et aucune victime n'est encore à déplorer, mais le feu a déjà gagné jusqu'à 53 km², principalement en une douzaine d'heures. Les soldats du feu ont pour instruction de veiller à la sécurité et à faire attention au comportement extrême du feu, notamment à l'intensité et à la rapidité des flammes. Le Park Fire serait un incendie criminel déclenché le 24 juillet dernier.